Alors, déjà, merci d'être là pour cette première Tech Night. J'espère que les prochaines fois, il y aura un peu plus de monde, mais voilà, normalement, du coup, à partir de maintenant, tous les premiers jeudis du mois, il y aura une Tech Night. Ce sera pas forcément toujours des sujets très techniques comme Kotlin. On pourra avoir des choses un peu plus. On aura l'agilité le mois prochain, normalement, il me semble. Mais voilà, du coup, premier jeudi du mois, tous les mois. Du coup, moi, ce soir, je vais vous parler de Kotlin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis développeur Android depuis 2012. Et du coup, le développement Android, ça se fait en Java, en natif. Mais du coup, il y a quelques années, j'ai entendu parler de ce langage, Kotlin, on va commencer, qui a été développé par JetBrains, qui est une super boîte qui fait des IDE de fou. Donc IntelliJ le plus connu, mais tout ce qui est WebStorm, PyCharm, des trucs comme ça, donc grosse boîte. Et notamment, ils font l'IDE officielle d'Android Studio. Donc Android Studio, c'est JetBrains. Google leur fait confiance, donc voilà. Du coup, le développement de Kotlin, il a commencé en 2010 et a été annoncé en 2011. Et en fait, ça a été développé par enfin c'est toujours développé d'ailleurs, par une équipe de JetBrains qui est basée à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et du coup, Kotlin, en fait, c'est le nom d'une île en Russie. C'est pour ça que, voilà, juste une petite info comme ça mange pas de pain. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que JetBrains a voulu créer Kotlin? En fait, il cherchait juste une alternative à Java qui soit plus moderne et plus efficace, en fait. Et en fait, ils ont fait au début, ils ont pensé à Scala, dire peut-être on va partir sur Scala. Et ils trouvaient que c'était pas trop mal, mais les temps de compilation étaient beaucoup trop longs. Et du coup, ils étaient pas du tout satisfaits et ils se sont dit, allez, on va faire un autre langage, quoi. Du coup, ils sont partis là-dessus. Et moi, il y a quelques années, je pense il y a 3 ans, peut-être maintenant que j'ai entendu parler de Kotlin. Et du coup, pour le développement Android, c'était vraiment idéal parce que c'est un langage bien moderne et on oublie vite le Java quand on se met à Kotlin. Voilà. Alors, du coup, le Kotlin, c'est open source. Donc, j'ai mis le lien du GitHub de Kotlin, donc vous pouvez aller voir toutes les sources et potentiellement participer au développement de Kotlin si vous êtes chaud. Euh, voilà. Alors, du coup, ça a été annoncé en 2011, mais la première version stable, 1.0, a été annoncée en 2016. Et là, on commençait à avoir une grosse communauté on commençait à avoir une grosse communauté qui s'intéressait au langage et commençait vraiment à l'adopter parce que par rapport à Java, ça change tout et c'est juste génial. Aujourd'hui, pour info, du coup, Kotlin, il se met très souvent à jour. Ils apportent pas mal de correctifs ou ils ajoutent des fonctionnalités. Et aujourd'hui, on est à la 1.2. Voilà. Et donc, comme je disais, il y a une grosse communauté qui commençait à dire Kotlin, c'est génial. Pour faire le développement Android, c'est trop bien, mais même pour faire du J2E ou du Java dans d'autres circonstances, c'est vraiment génial. Donc, ils poussaient un petit peu, et enfin, la communauté poussait un petit peu, et du coup, Google en a entendu parler. Après, forcément, en plus, ils sont en partenariat avec JetBrains. Mais du coup, la Google I.O. 2017, Google a annoncé officiellement que Kotlin serait le deuxième langage officiel pour faire de l'Android. Donc, ça veut dire qu'ils embrassent vraiment la technologie et que, au final, maintenant, quand il y a des tutos, des choses comme ça, même les documentations, etc., et pour Android, en tout cas, il y aura beaucoup de Kotlin. Et donc, là, c'est le gros boom. Il y en a plein qui hésitaient à partir sur Kotlin parce qu'ils se disaient, ouais, c'est JetBrains, mais on ne connaît pas trop et tout. Mais c'est vrai que quand il y a Google derrière qui dit nous on est chaud, il y a tout le monde qui dit ok, c'est parti.
Et du coup, en même temps, la 2017, du coup, ils annoncent Android Studio 3.0 qui a le premier et la première version qui supporte à 100% Kotlin sans trop bidouiller, quoi. C'est vraiment, c'est intégré, c'est prévu pour, et voilà. Et du coup, j'étais un petit peu comme une groupie devant mon écran quand j'ai vu ça, parce que moi, je faisais du Kotlin depuis bien avant, et quand j'ai vu que Google a dit ça, j'ai dit, ah, alléluia, trop bien. Donc, qu'est-ce que JetBrains envisage de faire avec Kotlin? Donc, à la base, c'était vraiment prévu pour remplacer Java. Ils en ont marre de Java, ils veulent un truc mieux. Et du coup, voilà, ça a pris un peu de temps, ils ont développé le truc. Et aujourd'hui, c'est 100% interopérable avec Java. Donc, on peut d'ailleurs mixer les projets. On peut avoir un projet en Kotlin où il y a du Kotlin ou des fichiers Java. Et à partir du Kotlin, on peut appeler Java. À partir de Java, on peut appeler Kotlin. Donc, ça, c'est cool. Bon, il y a quelques petits trucs à savoir, surtout quand on appelle le Kotlin depuis Java. C'est qu'il y a des classes qui sont créées automatiquement, etc. Mais en tout cas, c'est compatible, quoi. Il faut savoir que Kotlin, en fait, il va pas générer plus que du bytecode Java. En tout cas, dans ce cadre-là où s'occupe de la JVM. Du coup, on peut l'utiliser pour Android, pour du J2E ou toute autre application Java, comme je disais tout à l'heure. Un peu après sa sortie, ils se sont dit eh ben, pourquoi on n'irait pas un peu plus loin avec Kotlin. Et du coup, ils ont commencé à se dire si on pouvait faire un peu notre front-end aussi avec Kotlin, ça serait cool. Du coup, ils supportent le JavaScript. Euh, en fait, on peut écrire son application qui va tourner dans le navigateur en Kotlin et ça va juste le transpiler en JavaScript. Donc voilà, et du coup, ça tourne sur un navigateur et Node.js. Euh, donc là, c'est la deuxième facette de Kotlin. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant qui a été annoncé il n'y a pas longtemps et qui est encore en phase de développement. Mais c'est que Kotlin, ils sont en train de travailler sur une compilation du code Kotlin en code machine natif. Alors du coup, ils se basent sur LLVM, hein, qui est le compilateur le plus classique pour faire ça. Et du coup, il y a du gros potentiel là-dessus, parce que du coup, on pourra faire du Kotlin pour faire une application sur Windows, Linux, Mac, Android ou d'autres plateformes. Et j'y viens, parce que en tant que développeur mobile, ça me parle vachement. C'est que bientôt, on va pouvoir faire aussi de l'iOS natif en Kotlin. Alors, du coup, avec la preview qui est sortie sur Kotlin Native, euh, ils ont commencé à faire des petits tutos, des petites démos pour voir comment est-ce qu'on pouvait interagir avec macOS et iOS. Et du coup, ils ont fait quelque chose où ils pouvaient vraiment soit écrire le Kotlin et compiler en code natif, mais vraiment bas niveau, donc utiliser des librairies C, etc., et le faire tourner sur Android et iOS. Mais ils ont aussi géré l'interopérabilité avec l'Objective-C, donc tout ce qui est API iOS du SDK, en fait, on y a accès, donc on peut faire encore plus de choses que juste faire une petite librairie qui pourra potentiellement en plus sera partagée entre Android, iOS, macOS, Windows, enfin un peu de tout. Avec le natif, du coup, voilà. Et en fait, JetBrains, vraiment le but de Kotlin, c'est de faire du cross-platform. Et là, du coup, on voit qu'on va pouvoir faire du back-end, on va pouvoir faire du front-end avec JavaScript, on va pouvoir faire du mobile Android, du mobile iOS, et aussi des applis desktop, etc. Donc vraiment, le but, ça va être de pouvoir avoir un seul langage, un seul vrai langage, et sans passer par une JVM. Parce que du coup, on dit que le Java, c'est un peu universel, mais bon, il y a toujours la JVM qui tourne, c'est toujours un problème. Et là, en fait, avec Kotlin Native, on n'aura pas ce problème-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Ouais. Du coup, là, Kotlin Native, c'est interopérable avec Objective-C, ça c'est déjà d'actualité, ça. Enfin, il y a déjà des choses qui. Oui, voilà. Pour l'instant, c'est encore en preview, mais il y a déjà des démos qui montrent qu'ils utilisent le SDK. On l'avait vu ensemble, il y a des applis démos, déjà même sur les stores, qui se basent là-dessus.
Et est-ce qu'il y a du coup d'autres langages, est-ce que ça permet d'être interopérable avec d'autres langages que ça? Ou là, c'est interopérable avec Objective-C comme le Swift, par exemple? Swift ou même d'autres, je veux dire, par exemple, du JavaScript pour du web. Imaginez d'avoir, là, ce que tu dis, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait faire du Kotlin et de l'Objective-C dans une appli iOS. Mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose, du Kotlin et du JavaScript dans une appli web, par exemple? Alors, j'ai jamais testé parce que j'ai jamais vraiment poussé la partie JavaScript, mais il me semble que oui, parce que de toute façon, le Kotlin il va se transpiler en JavaScript, mais du coup, ce sera du code JavaScript classique, quoi. Ce ne sera pas un truc compilé ou autre chose. Enfin, c'est du JavaScript, donc à partir de là. Alors déjà, oui, ce qui est sûr, c'est que tu peux appeler du JavaScript à partir de Kotlin, ça c'est sûr. Et l'inverse, je pense que c'est possible. Ouais. Après, je ne pourrais pas te dire en détail s'il y a une procédure à suivre, si ça wrap les objets, etc. Enfin, voilà. Il prévoit de le faire, j'imagine, dans tous les domaines. Comme là, on le voit avec Objective-C, peut-être qu'il prévoit de le faire avec la plupart d'autres langages. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est la vision qu'ils ont du cross-platform. Donc, ouais. Moi, j'ai une question parce que tu disais que finalement, en fait, le Kotlin était basé sur Java, donc il rajoutait des fonctionnalités par rapport au Java. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment un nouveau langage qui était prévu pour remplacer Java, mais il n'est pas basé sur Java. C'est juste c'est un nouveau langage vraiment tout nouveau avec ses propres concepts. Et c'est juste que ça va te générer du bytecode Java, mais en soi, c'est pas vraiment basé sur Java. On peut pas vraiment dire ça, quoi. Mais en tout cas, c'était prévu pour le remplacer. Ça, c'est clair. D'accord, mais du coup, ça n'utilise plus en fait la JVM. En fait, dans les premières versions, oui. Ça veut dire qu'il y a du dans les premières versions, en fait, si tu cibles la JVM, oui. Tu vas du coup compiler en bytecode Java et il te faudra la JVM pour faire tourner le Kotlin. Enfin, du coup, le Kotlin, en fait, non, tu vas faire tourner le bytecode Java. Ouais, simplement. Du coup, il n'y a plus vraiment d'intérêt à utiliser le Kotlin. Là, oui, mais après, si, tu peux être dans des environnements où, dans tous les cas, tu as une JVM et, par exemple, tu fais une application native Android, et ben, le SDK, c'est du Java. Et ça va tourner sur la JVM. Donc, du coup, tu fais du Kotlin et ça va te faire du bytecode Java et du coup, ça marche. Après, avec le Kotlin natif, du coup, ils vont encore plus loin. C'est qu'ils ne se limiteront pas qu'à la JVM. Ouais, parce que s'ils se limitent à ça, finalement, le gain de performance dont tu parlais, il n'y est pas. Quoi. Et finalement, c'est juste une surcouche. Oui, après, c'est pas vraiment une surcouche, mais c'est un truc à part. Voilà, c'est à côté. Ouais. Comme il dit, au niveau de la performance. Parce que c'est pas mieux que le natif sur Java qui avait été prévu à la base. Non, oui, tu pourras difficilement faire mieux, ça c'est clair. Après, c'est une préférence d'écriture. Voilà, c'est plus le langage qui est. Quand tu cibles la JVM, c'est plus vraiment Java, c'est un peu lourd, quoi. C'est très verbeux, c'est pas très moderne. Après, les dernières versions de Java, ça commence à aller, là, ils commencent un peu à se moderniser. Mais par exemple, si tu fais une appli pour Android, tu pourras pas faire du Java 8 directement, quoi. Ou alors des petites parties ou des choses comme ça, mais pas tout. Alors qu'avec Kotlin, au final, dans tous les cas, en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que en Kotlin, du coup, tu vas être compatible avec Java 6. Donc les vieux smartphones Android qui sont pas à jour avec Oreo, etc., tu es obligé de faire du Java 6, ou alors des vieux serveurs qui sont dans des entreprises depuis des années, où ils n'ont pas envie de migrer vers Java 8, parce que on ne sait pas trop. Et du coup, tu peux quand même avoir un langage hyper moderne avec des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment au top, mais cibler un truc un peu plus vieux, quoi. Du coup, ça, c'est un gros avantage. Ok. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ok. J'imagine que du coup, maintenant, vous espérez voir un peu de code. Alors, du coup, ce que j'ai prévu, moi, de mon côté, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire du live coding. Je vais ouvrir mon IDE et puis on va avancer comme ça, quoi, voir un petit peu la syntaxe, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu un peu de Kotlin, du coup, ici, ou pas du tout. Non? Ok. Ok. À Paris? Non? C'est vrai.
Bon. Ok. Alors, du coup, je vais ouvrir IntelliJ. Alors, j'ai bien zoomé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et du coup, là, à mon avis, vous ne voyez pas grand-chose. Bon, du coup, je vais quand même utiliser la console. Faites-moi confiance quand je vous dis qu'il y a un truc qui est écrit. Euh, bon. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet vide dans IntelliJ. Et comme un projet Java, on a une fonction main qui va être appelée quand on va lancer l'exécution du programme. Apparemment, il ne voit pas très bien sur Paris, parce qu'il a partagé l'écran. Ah, j'ai pas partagé l'écran. Ouais. Bien vu. Screen share. Entire screen. Non, je vais faire comme ça. Hop. Pour l'instant, je vais partager. Juste l'idée. Ouais, ouais, mais du coup, c'est lequel? C'est celui-là. Parce que j'en ai deux, du coup. Parce qu'après, je vais vous montrer un petit peu dans Android Studio. Forcément, développeur Android, je vais vous montrer un petit peu d'Android aussi. Quoi. Personne n'a posé sur Kotlin sur Paris. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va commencer par les bases. C'est vraiment la syntaxe de base. Alors, on va pas regarder la fonction main. Je vais venir après. Mais plutôt, on va créer une variable. Donc, voilà la syntaxe. Je vais enlever ça. Là, c'est la syntaxe pour définir une variable. Donc, on utilise var, le nom de la variable, deux points, le type. Alors là, du coup, ils sont inspirés de Pascal pour faire ça et pas comme en Java où on mettait le type d'abord et après le nom. Et on peut initialiser la variable comme ça. Alors, du coup, les variables en Kotlin, c'est des variables qui sont, par défaut, quand on utilise var, c'est mutable. Donc, ça veut dire qu'on peut changer la valeur de la variable. Parce que, après tout, c'est une variable. Donc, ça doit varier. Mais on peut aussi, comme en Java, faire une final int, par exemple, pour que quelque chose soit final et on ne peut pas changer sa valeur, avoir plutôt quelque chose de immutable. Et dans ce cas, il faut utiliser val. Voilà. Alors, le type, là, c'est any. Alors, any, c'est un type de Kotlin qui remplace object, en gros. C'est vraiment pour dire n'importe quel type d'objet, quoi. Non, JS, c'est pas typé, alors que là, c'est quand même typé. Là, j'ai mis any pour dire que je mettais vraiment le truc le plus global, mais là, par exemple, j'aurais pu mettre string. Parce que du coup, je l'initialise avec une string en plus. Donc, et, voilà, c'est là où j'allais en venir, c'est que le string, si tu l'initialises direct, enfin la variable, si tu l'initialises, en fait, le type, il est inféré, donc tu n'es pas obligé de toujours le définir. Après, par exemple, si j'avais fait ça, voilà, donc là, j'ai défini ma variable, et un peu plus tard dans le code, je veux l'initialiser, bah, du coup, je suis bien obligé de définir ici que c'est un string, parce que sinon, bah, là, il me dit, j'ai une variable, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà. Alors, une particularité du Kotlin par rapport au Java, c'est que le Kotlin, on n'a pas besoin de tout wrapper dans des classes. Donc en Java, c'est un truc un peu chiant. Par exemple, on veut faire un programme avec une fonction main qui va être exécutée, ben, on doit faire une classe qui contient la méthode main. Et ben là, en fait, là, le bout de code, je le mets dans la fonction main, mais je pourrais, comme on voit là-haut, faire un const val constante. Alors du coup, const, c'est un autre mot-clé pour une constante, tout simplement. Et on peut l'utiliser que justement pour les variables et les fonctions, non, juste pour les variables d'ailleurs, de premier niveau. Donc, ils ne sont pas imbriqués dans une classe ou une fonction ou des choses comme ça. Mais du coup, on pourrait définir autre chose, là, var toto égale 0. Voilà. On n'a pas besoin de tout wrapper dans des classes. Et ça, c'est plutôt pratique, notamment pour les fonctions. On peut avoir des fonctions globales plutôt que d'avoir des classes utilitaires avec plein de méthodes statiques. Et ben là, en fait, on peut tout définir à la racine. Du coup, je préfère fun hello, hop, où je print hello world. Et après, dans la méthode Java, main, par exemple, je peux appeler hello. C'est un peu long.
Donc, Sawan, j'ai juste une question là, Paris, là. Oui. C'est quelle IDE là, que tu utilises? Alors là, j'utilise IntelliJ. C'est du coup l'IDE principal de JetBrains, à la base pour faire du Java. Après, en fait, tous les autres IDE de JetBrains sont basés sur IntelliJ, donc même pour faire du PHP, WebStore, du web, même de l'iOS ou des choses comme ça, tout sera basé sur IntelliJ. Donc voilà, c'est la suite de JetBrains. Pop, pop, pop. Je vais dire. Oui. Alors du coup, on a vu les variables avec un type. Donc, par exemple, string, qui vaut hello. Et une grosse différence de Kotlin avec Java, c'est que Kotlin il est type safe, enfin null safe, aussi. C'est-à-dire que il n'aime pas avoir une variable qui vaut nul. Par exemple, là, si je dis que ma string elle est nulle, il va me dire non, je ne suis pas d'accord. Et en fait, on peut définir des nullable types. Donc, il suffit juste de rajouter un point d'interrogation après le type pour dire que ça peut valoir nul ou une valeur, une vraie valeur, quoi. Voilà. Et du coup, ça nous évite pas mal de if, nul, gérer ça, parce qu'on est sûr que quand on reçoit une variable de type string, elle ne sera jamais nulle, quoi. Du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, fini les null pointer exception. Ah, ça, on connaît en Java. Et du coup, si on veut accéder à une propriété de la string, mais qui est nullable, par exemple, si je voulais printer la length de la string, là, par exemple, je peux faire .length là, mais il va me dire non, mon coco, ton truc il est nullable, check bien quand même que ce soit pas nul. Alors, on pourrait faire en fait un truc qui est génial en Kotlin, qui est le smartcast. Donc, je pourrais faire hello différent de nul. En fait, automatiquement, bon, alors j'ai pas mis les parenthèses, les accolades, mais voilà, si vous voulez. Et en fait, automatiquement, quand on est dans le bloc if, Kotlin, lui, il sait que hello, il sera pas nul, donc en fait, il a automatiquement casté ma variable en string et pas en string point d'interrogation. Du coup, ça évite de faire if différent de nul, ok, alors je fais une autre variable qui contient la méthode, enfin la valeur qui est pas nulle, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais on a encore mieux, en fait. On pourrait tout simplement rajouter un point d'interrogation à la fin de la variable et après faire .length. Et en fait, si hello est différent de nul, ça va chercher la propriété length. Sinon, la globalité de l'instruction en fait va renvoyer nul. Donc là, par exemple, si je print et que hello vaut nul, je vais printer nul. Voilà. Et du coup, ça ne va pas planter avec un nul pointer exception. Après, voilà, c'est l'instruction d'après où il faut le gérer. Mais voilà. Pour pas mal de cas, quand même, le point d'interrogation, ça suffit, quoi. Alors, les points d'exclamation, il y a autre chose aussi. Oui. Comment tu sauras à la fin de ton exécution s'il y a une erreur, s'il balance nul tout le long, à la fin tu as nul? C'est à toi de le gérer après. C'est à toi de le gérer. Donc, par exemple, je peux faire. Je prends tout ça, je mets dans une variable, length égale. Voilà. Là, du coup, length, si je regarde le type, il va me dire que c'est. D'ailleurs, il ne me montre pas. Mais c'est en vrai. Ah si, on l'avait là. C'est un int, mais potentiellement nul, parce que si hello vaut nul, c'est aussi nul. Et du coup, c'est à moi de gérer un peu plus tard. Si je veux gérer vraiment le cas nul, je fais un if différent de nul. Je fais, par exemple, je peux aussi faire un throw d'une exception à moi, par exemple, plutôt que de voir une null pointer exception. Tu vas avoir des petites alertes tout le long de ton développement, en fait, qui te diront que ça peut être nul. Dans tous les cas, si par exemple, si j'essaie d'appeler directement la propriété sur un truc qui peut être nul, ça va même pas compiler en fait. D'accord, ok. C'est vraiment, il te force à gérer le nul, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai entendu là-bas par rapport à Swift, j'imagine, le point d'exclamation. Et en Kotlin, on a aussi le point d'exclamation, mais double. Pourquoi pas?
Voilà, il est plus fort que Swift. Et là, en fait, tu dis au compilateur, non, mais t'inquiète pas, je sais que ce sera pas nul. Donc, je le force. Maintenant, Hello, je veux que il ait le type string et pas string nullable. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas lancer l'exécution, bah, si c'est nul, bah, nul.exception. Finalement. Bah, en même temps, si tu. Voilà, c'est ça. Là, tu as tout fait pour l'avoir, la nul.exception. Pourquoi ils ont mis deux points d'exclamation? Pour voir la plupart des langages next génération comme ça, ils en mettent un seul. C'est bizarre, hein. Il y a un truc, un point d'exclamation, ça correspond déjà à un truc ou pas? Ouais, pour faire une négation, je dirais. Peut-être. Ça se met avant. Oui, mais après, tu sais, les espaces ils sont aussi optionnels. Alors, si tu écris tout ton code comme ça et que tu as un point d'exclamation égal, est-ce que le point d'exclamation, tu le mets sur la variable d'avant ou sur l'égal d'après? Tu pourrais, enfin, j'imagine, je sais pas. Après, je vous avoue, j'ai pas creusé. Peut-être que ça correspondait déjà à un truc. Il me semble pas. Après, Justement, on compare avec le point d'exclamation. ouais, voilà, c'est ça. Pour la négation, c'est point d'exclamation égal, il faut deux caractères. Bon, c'est un choix. Après tout, pourquoi pas. Donc voilà pour tout ce qui est variable et déclaration des types, etc. Maintenant, j'aimerais parler d'un truc classique. On va pas trop s'étendre non plus parce que c'est vraiment classique, mais les if. En Kotlin, on a les if. Et ça, c'est pas mal. Du coup, par exemple, j'ai fini ma variable boolean égale true. Et je pourrais faire if true quelque chose. Voilà. Là, print Toto. Max. Toto. Classique. Mais le if a une particularité en plus par rapport à d'autres langages comme le Java, c'est que le if, c'est une expression qui va te retourner une valeur. Et du coup, ça peut être bien pratique, notamment pour une expression, par exemple, je fais var value égale si ma condition elle valait true, et ben, je renvoie 0, et else, je renvoie 12. Et en fait, Devant M, c'est quoi? C'est 0? c'est 0, oui. Bon, là, j'ai pas mis les accolades, mais on pourrait aussi bien faire comme ça. Hein. Comment? Eh oui. Bien vu. Et du coup, ben, en fait il y a un cas qui est bien pratique avec cette notation, c'est que l'opérateur ternaire, il y en a plusieurs qui n'aiment pas parce que on comprend pas trop. Alors moi, j'utilise beaucoup quand je fais du Java l'opérateur ternaire. Et ben là, en fait, c'est vrai que c'est bien plus lisible parce que au final, ben, on voit quand même if la condition, la valeur, et else l'autre valeur. En fait, quand il rentre dans le if, il renvoie un trou, et dans le else, il renvoie un false, c'est ça? Non, là, en fait, la value, comme la condition vaut true, je vais avoir 0. Nickel. Tu n'es pas obligé de faire un if et de valoriser la variable de chaque bloc de ton. Ça arrive ou pas? Attends, j'ai encore un long terme. Ouais, parce que sinon, les autres langages, tu fais une fonction à part qui te sur une valeur. Ouais. Je sais pas si on va pouvoir fermer la porte, mais bon, au pire, c'est peut-être pas gênant. Bien vu. Ah, bah tu peux passer sous. Bon, c'est pas grave, laisse comme ça. Voilà. Alors, du coup, il faut savoir que quand on veut renvoyer une valeur avec un if, c'est la dernière instruction qui va renvoyer la valeur. Donc, par exemple, là, je pourrais rajouter un print en plein milieu ou appeler d'autres fonctions, faire un traitement. On pourra quand même ça, faire un print et après 0. Ouais, ouais. Là, par exemple, si je fais print Toto, et ben en fait, value, là, il vaudra 0, quand même. Par contre, si je fais ça, en fait, là, ça va marcher parce que print, c'est une fonction qui va renvoyer unit. C'est l'équivalent unit, c'est l'équivalent de void en Java. Et en fait,
c'est quand même un type. On a vraiment le type void, entre guillemets. Et du coup, là, par contre, la value, Ça te dérange pas que. Ah oui, ça serait- elle a un type any. Parce que il a vu que c'était pas un int forcément qu'on me renvoyait, une fois on m'envoie un int, une autre fois on m'envoie une autre valeur. Du coup, ben, je prends le commun, quoi. Enfin, souvent, du coup, il prend any dans ce cas-là. Oui, comme object. Là, du coup, je peux faire value égale une string, là, et ça marche. Parce que du coup, c'est any. Par contre, si j'avais ça, là, j'ai une erreur parce que du coup, il s'attendait à avoir un int, et finalement, je lui donne une string et il n'est pas d'accord. Et tu peux casser après. De toute façon. C'est-à-dire, si là, je veux Tu caster, peux changer de type. ben non, parce que la variable a vraiment le type int, là. Du coup, après, moi, je peux faire, par exemple, value, si je veux faire, hop, string égale value, point to string, là, par exemple, ça marche. Mais si, par exemple, je veux le forcer à string, alors du coup, le cast, ça se fait comme ça. Alors, je trouve que ça marche, mais à mon avis, ça plante. Ou alors peut-être que le string, ça fait un toString, mais ça m'étonnerait quand même. Il faut, bon, je vous avoue, j'ai jamais essayé ça. Hein. Là, c'était la première fois que je teste ça. Tu peux faire la même chose que ton if, tu sais, avec différents nuls pour tu sais, quand tu faisais je check que ma variable est différente de nulle, dans ce cas, dans ton if, là, tu peux l'utiliser en tant que variable différente de nulle. Oui. Et tu peux faire la même chose sur ça, du coup. Au lieu de faire différentes nulles, regarder si elle est du type. Et du coup, dans ton if, l'utiliser comme si elle était. Oui, exactement. Alors du coup, bah, je vais vous montrer les tests de type directement, comme ça je vais pouvoir te montrer. Mais par exemple, si j'ai une value, imaginons, hop, là j'ai une value de type any et qui, par défaut, j'initialise à Toto. Je trouve que là j'ai value aussi, donc ça marche pas. Mais si je veux avoir val_result égale, et là je peux faire if value is string, ça va bien. Et en fait, automatiquement, moi, quand je vais utiliser value ici, je fais value.length, ça marche, et il me met un petit commentaire là en vert, enfin, on voit pas trop, si on voit un petit peu, mais il me dit smartcast to string. C'est vraiment, il sait que dans le bloc, value, c'est une string, quoi. Donc, je peux vraiment directement utiliser les propriétés de la string. Ouais, par exemple, j'avais else if value is, avec des parenthèses, is int, et ben, du coup, il me met. Ah oui, non, c'est juste parce que je l'ai réassigné. Voilà. Et là, je peux faire value plus 3. Voilà. Et du coup, ça va prendre le int plus 3. Et du coup, mon résultat, là, il vaudra mon int plus 3, quoi, simplement. Donc, il y a des types différents de Oui, bah, du coup, ça va convertir le résultat de result en any. Voilà. Bon, voilà pour les if-else. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non. Un autre cas bien sympathique qu'on utilise en Java, c'est le switch case. Mais en Kotlin, il n'y a pas vraiment le switch case, mais il y a le when en fait. C'est quelque chose encore plus puissant que le switch case. Donc par exemple, je peux faire when value égale Toto, alors print PT. Voilà. Donc là, on a la structure du when, donc un peu comme le switch, la value, et après tous les cases. Mais bon, déjà, on n'est pas obligé d'écrire case, ce qui est déjà pas mal. Et on n'a pas aussi, alors je pourrais faire ici, pt, hop, print. Et du coup, on n'a pas besoin forcément d'avoir dans son bloc, par exemple, des breaks ou des choses ou des returns pour éviter de passer dans les cases après. Et en fait, pour gérer ces cas tordus de switch case où on veut tester plusieurs cas et avoir quand même la même instruction qui est exécutée, et ben en fait, on peut ici rajouter des conditions.
Donc, si value vaut Toto ou Tata, alors je print Titi. Si value vaut Titi, alors je print Tutu. Et là aussi, là où c'est puissant, c'est que, alors déjà, on peut aussi gérer le cas par défaut, donc le default du switch case, mais là, on fait else en fait. Else print Aussi, une série d'instructions, des accolades. Oui. Du coup, tu rajoutes les accolades là et après, tu peux print autre chose. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que le when, il va agir comme le if, c'est-à-dire qu'en fait, dans le case où il va entrer, il va retourner une value. Donc, je pourrais faire comme tout à l'heure, var result égale when value quelque chose. Alors, je renvoie la valeur qui va bien. Du coup, voilà, c'est assez proche du if. Et là où c'est puissant, c'est qu'en fait, le switch case, on peut tester vraiment que des types plus ou moins primitifs, donc les strings, les int, les enum, des choses comme ça. Alors que là, le when, on peut faire un peu plus de choses. On pourrait appeler une méthode. On pourrait ici faire if. Là, ma value, c'est de type any, donc je ne connais pas forcément son type à ce moment-là. Donc je pourrais dire si c'est une string, je fais quelque chose, print. On va arrêter de printer des tutu, tata, toto. Mais après, je pourrais faire aussi. Ça, j'ai jamais testé, mais je pense qu'on peut. Ah bah oui, mais là, c'est any. Si je le mets en string ou que j'enlève ici, je peux aussi faire. Ah non, on peut peut-être pas. On sait faire tester la length, mais non, on peut pas. Autant pour moi. Je m'emballe. Bon, enfin voilà, du coup, le when, il est plus puissant que le switch case. C'est un espèce de gros if où on peut faire du code un peu plus sympa que if, else if, else if, else, quoi. Du coup, voilà. Question? Non? Non? Les parenthèses, elles sont obligatoires du coup sur toutes les instructions. Oui. Ouais, là, c'est pas comme en Swift où tu fais if, let quelque chose. Non, il faut quand même mettre la parenthèse. Je vais vous parler un petit peu rapidement des strings. Alors, je sais pas, il est quelle heure? 20h16. Peut-être accéléré. Donc là, on a défini une string classique. Voilà, Toto. Mais on pourrait définir une string, on va écrire escape. On définit, hop, 3 double quotes. Et en fait, là, on peut avoir du hello, are you doing? Du coup, on a du multiline. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout est directement échappé. Donc, par exemple, si je veux mettre même double quote à l'intérieur, ben, ça marche. Par exemple, hop, pas besoin de rajouter des anti-slash. Oui, ça comptera les guillemets. Ouais. Il y a ça. Et il y a autre chose d'intéressant avec les strings, c'est les templates en fait. Par défaut, en fait, une string, c'est un template et on peut utiliser du code à l'intérieur de la string sans avoir besoin de faire de la concaténation classique, un bout de string plus une variable plus autre chose. On peut aussi très bien le faire. Par exemple, je fais result égale hello plus value. Donc là, ça result va valoir hello toto, mais je pourrais faire comme ça. Du coup, result vaut, on utilise le symbole dollar pour directement attaquer les variables où on pourrait aussi appeler une fonction directement. Par exemple, value, je peux rajouter des accolades pour si on veut avoir une expression un peu plus complexe que juste le nom d'une variable. Et je peux faire value. Bon, là, ça ne servirait pas à grand chose, mais toString par exemple. Et une question qui vient de Paris, je crois que c'est par rapport au when d'avant. Oui. Je vais t'expliquer. Qui demande si une des premières conditions est satisfaite, ça break à quel moment? Ben, dès que ça rentre dans une condition, au niveau du when, ça break. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est ciblé sur, tu sais, quand tu avais mis les deux trucs. Ouais, d'accord. C'est une condition. Oui, voilà, c'est une condition. En fait, la virgule, c'est un ou, en fait. C'est si ça vaut la première valeur ou la deuxième, alors je passe dans mon bloc d'instruction
Et à partir du moment où ça rentre dans un bloc, bah, ça ne testera pas le reste, quoi. Je ne sais pas si du coup ils l'auront en décalé. Désolé. Je vais voir, je te dirai. Dans ta string, là, du coup, tu peux avoir des expressions encore plus complexes, par exemple parce que la value to string, c'est juste une instruction, mais tu peux avoir un ensemble d'instructions dedans. Par exemple, déclarer une fonction dedans, tout ça. Alors, déclarer une fonction, je t'avoue que j'ai jamais essayé. Après, je pense que tu peux enchaîner les instructions avec un point-virgule. Je pense. Je suis pas sûr. Ah non, même pas. Non. Non, on peut pas. C'est par exemple, ouais, en fait, en Swift, c'est à peu près la même problématique. Un string ou non, quelque chose qui peut se concaténer à un string. Ça peut envoyer un int, ou je pense que si tu renvoies un objet de ta classe à toi, ça va faire un toString dessus, quoi, dessus. En Swift, c'est à peu près la même chose, sauf que ce que je voyais comme limitation, c'est que à la place de dollar quelque chose, tu ne peux pas déclarer ta fonction avec plusieurs instructions, puis l'exécuter, et puis le retour de la fonction aille directement dans la string. Avoir genre, plusieurs instructions dans le. D'accord. Bah, après, du coup, tu perds un peu l'intérêt du template aussi, quoi. L'intérêt du template, c'est de voir rapidement que bah, là, tu sais que tu auras hello et la valeur à côté. Si tu commences à avoir une fonction avec plusieurs lignes et tout, c'est dommage. Vaut mieux définir ta fonction. Alors, je n'ai pas encore trop parlé de fonction, mais tu peux déclarer ta fonction ici, là, hello, et voilà. Du coup, renvoie string. Hop. Et du coup, tu peux appeler hello. Ouais. Ça marche. Ouais. Ok. Autre chose qu'on utilise énormément en Java. Alors, du coup, j'ai beaucoup parlé de Java. Désolé pour ceux qui ne sont pas trop Java. Mais en même temps, Kotlin, à la base, c'était fait pour remplacer Java. Et en tant que développeur Android, je viens de là aussi. Mais du coup, en Java, qu'on utilise beaucoup, c'est les listes et les maps, comme en iOS, les dictionaries, etc. Et Kotlin nous simplifie pas mal le boulot pour les listes et les maps. En fait, on va pouvoir faire une liste assez facilement en faisant. Il y a une méthode, c'est contenu en fait dans le langage de Kotlin. On peut faire list of. Et là, par exemple, je dis que c'est une liste de string. Donc là, on a un type générique, comme en Java. Et du coup, je peux directement définir le contenu. Donc, Toto, Tata, etc. Et en fait, cette méthode listof va directement envoyer une liste qui est immutable. Donc, on ne va pas pouvoir ajouter des données, les enlever, modifier le contenu, etc. Mais il y a toujours en fait le penchant mutable. Donc, en fait, Kotlin, ils sont vachement axés là-dessus, en fait, entre mutable, immutable, donc var, val, les types optionnels, tout ça. Et du coup, ils aiment bien quand les choses sont bien définies. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait list of pour des listes immutable. Et pour les listes mutable, en fait, on fait juste mutable list of. Et ça marche pareil. Mais l'avantage, c'est que du coup, là, à notre liste, on va pouvoir faire add. Du coup, le mutable, il surpasse le val. Quand tu mets val, En fait, c'est la valeur qu'il y aura dans la variable que tu ne pourras pas changer. Mais en fait, quand tu vas changer, par exemple, tu vas ajouter un élément dans ta liste, c'est toujours ta même liste en fait. C'est juste que le contenu est différent. Mais voilà, en fait, c'est juste que ta variable ne va pas pouvoir pointer sur autre chose que l'objet que tu lui as passé à l'initialisation. On va la redéfinir avec un égal. Oui, là, je ne pourrais pas faire liste égale list of quelque chose. Parce que du coup, il va me dire, bah non, val cannot be reassigned. Mais par contre, l'objet qui est dans la variable type val, donc immutable, bah, l'objet, lui, il peut bouger. Donc ça, c'est pas gênant. Par exemple, si tu avais une classe personne avec une propriété nom et âge, par exemple, bah, rien ne t'empêche de modifier le prénom et l'âge de ton objet
Enfin, c'est pas parce qu'il y a un val que tu peux pas modifier le. Bah, c'est comme en Java si tu fais final en fait. Si tu fais final arraylist et que tu fais un add, tu peux quand même le faire. Mais par contre, si tu fais mon arraylist qui est final égale new arraylist, là il va te dire non, non, le arraylist c'est final. Voilà. Vraiment, le val c'est l'équivalent du final en fait. Et du coup, le type de liste exactement, c'est quoi? C'est mutable list of string? Ou c'est le type de ta variable liste? Ouais. C'est mutable list. Du coup, c'est une méthode et c'est aussi un type. Ah non, le type Non. c'est mutable list. Voilà, le type c'est mutable avec un M majuscule et la méthode c'est avec un M minuscule. Voilà. Du coup, c'est un type avec un constructeur. Enfin, tu peux aussi utiliser ça pour construire. Oui, mais d'ailleurs, on peut même aller voir le code de Kotlin directement, voir comment ils ont fait. Après, voilà, on voit qu'ils utilisent une arraylist, là, par exemple. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut directement aller voir le code de Kotlin. Il n'y a rien de secret. Ça, c'est cool. Et du coup, ben, on a la même chose du côté des maps. Donc, par exemple, là, je veux déclarer une map. Ben, je peux faire map of. Par exemple, string. On va rester sur des choses simples. Et du coup, ben, je peux, dans cette méthode, passer directement les clés valeurs, en fait. Et d'ailleurs, là, je vais vous montrer un truc qui est plutôt sympa aussi. C'est que je peux faire, par exemple, name to Jimmy. Hop, et là, age to. Bon, je vais mettre un string parce que c'est string, mais 29. Alors là, du coup, je construis ma map avec vraiment le premier argument, c'est la clé, to et la valeur. Donc là, j'aurai une map. Bon, enfin, c'est assez lisible, quoi. Je peux pas expliquer plus. Voilà. Et en fait, si vous voulez tout savoir, tout, en fait, c'est une fonction de type infix. C'est une fonction en fait qui est associée à un objet, mais on n'est pas obligé de faire l'objet, point, la méthode, parenthèse pour l'appeler. Et du coup, on peut faire espace, quelque chose, espace, et ça marche. Mais du coup, je vous montrerai comment les faire un peu plus tard. Et en fait, qu'est-ce que ça génère cette fonction tout? C'est que ça va créer une paire, donc l'objet paire en Java, donc un tuple à deux valeurs, quoi, avec la valeur numéro 1 et la valeur numéro 2. Et en fait, map_of, c'est une méthode qui prend en paramètre une liste de paires. Et du coup, elle construit sa map comme ça. Et du coup, on a aussi le penchant mutable map_of. Pour après, si on veut faire un put dessus, ça marche. OK. Bon, du coup, je vais passer directement aux fonctions, voir un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec les fonctions en Kotlin. Donc, en Kotlin, on ne parle pas vraiment de méthode comme en Java, c'est vraiment des fonctions. Donc, les fonctions peuvent être membres d'un objet, d'une classe, mais elles peuvent aussi être complètement standalone, comme la fonction main qu'on voit. Et du coup, c'est un truc assez puissant. Alors, du coup, la syntaxe, là, on peut le voir avec la fonction main. Donc, c'est fun pour le mot-clé. Le nom de la fonction, la liste des arguments, avec d'abord le nom de l'argument, puis le type, comme quand on définit une variable. Et normalement, ici, on a un type de retour. Par défaut, la méthode main, là, elle renvoie unit. Mais du coup, unit, c'est vraiment le truc de base qu'on renvoie une fonction. Donc, ils disent, si par défaut c'est ça, on l'enlève. Ça qui est bien avec Kotlin, on n'est pas obligé de faire public void à chaque fois. Ça fait bien plaisir. Du coup, là, dans la fonction main, j'en ai qu'une. J'ai qu'un argument, mais par contre, je pourrais avoir une méthode hello avec first name, string, virgule, last name, string. Classique. Il y a des petites fonctionnalités en plus par rapport aux méthodes classiques en Java. C'est que les paramètres peuvent avoir des valeurs par défaut. Donc là, par exemple, je peux dire, alors je vais d'abord montrer un exemple, comment on appelle hello, Robert. Voilà.
Donc, ça ressemble à du code classique, là, tout le monde comprend. Mais il y a quelque chose qui est sympa, c'est qu'on peut définir ici les valeurs par défaut. Donc, je pourrais faire John, et ici, Do. Et du coup, en fait, je peux appeler hello sans passer de paramètres. Et automatiquement, ça va appeler ma fonction avec John Do. Tu pourrais pas euh, passer juste le last name au paramètre? J'y viens. Parce que du coup, ce qui marche aussi là, c'est que je pourrais passer juste Jimmy. Et du coup, ce serait Jimmy Do. Mais en effet, si je veux pas définir le first name, mais je veux définir le last name, et c'est possible parce qu'en Kotlin, on a aussi les named arguments. Et en fait, on peut juste nommer les arguments qu'on appelle dans une fonction. Et là, je pourrais faire last name égale Robert. Et du coup, ce qui est aussi intéressant avec ça, à partir du moment où on nomme les arguments, on peut complètement changer l'ordre vraiment comme on veut. Donc, par exemple, là, je pourrais faire first name égale Jimmy. Et ça marchera tout pareil. Et du coup, le fait d'avoir des arguments nommés, c'est bien pratique pour les méthodes qui ont été codées un peu comme des cochons, si je puis dire, où on a une vingtaine d'arguments et on a des booléens, des int, des strings et on ne sait pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Et ben du coup, au moins là on appelle, on pourrait faire un truc un peu comme ça et voir qu'est-ce qu'on appelle vraiment. Donc c'est plutôt c'est euh, c'est beaucoup plus lisible en tout cas qu'une méthode avec 10 arguments. Bon, même si c'est pas parce on peut faire ça qu'il faut faire des méthodes, des fonctions à 10 arguments, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir un truc un peu plus souple, quoi. Oui. Une question de Paris encore. Est-ce qu'une structure de données peut avoir des variables de différents types? Une structure de données. Donc, Je ne sais pas s'il y a des structures dans Kotlin, Peut-être mais peut-être qu'il parlait de liste et map, par exemple. Tu peux avoir une ah, liste de string slash int. Bon, ce serait une liste d'années. du coup, oui, voilà, tu fais une liste de NI. Alors, si c'est ça, je sais pas si c'est vraiment ça. Si c'est pas ça, ce serait bien de préciser dans les commentaires. Mais oui, on peut avoir une liste de NI et du coup mettre des int, des strings, des objets personnes, enfin tout ce qu'on veut dedans. Mais du coup, c'est juste le type de la liste qui est différent. ah oui, c'est ça. Donc, il me dit dans des listes HMAP. Oui, voilà, c'est ça. Et donc Là, là, à ce moment-là, c'est du NI. après, ça dépend ce que tu veux faire. Si vraiment tu veux mettre tout et n'importe quoi, tu fais une liste de NI, oui. Ou une map de string vers NI. Du coup, tu as toujours une clé. Après, tu peux aussi avoir une map NI. Ça marche, hein, mais D'accord. Est-ce que tu peux faire une liste de string ou int, par exemple? string ou int, Ouais. non. Non, je pense pas. Et, Non, il faut qu'il y ait une classe commune. Voilà, c'est quand même du typage. Et si pas de valeur par défaut, du coup, il y a un paramètre obligatoire. Dans la fonction. Dans... Ouais. Si pas de valeur par défaut, une valeur obligatoire. Au niveau des listes, HMAP, c'est ce qui est marqué. Ah, Ah, c'est pas du tout. ouais, je comprends pas trop la question. C'est dommage qu'on puisse pas les avoir en live. Je les ai vus, celui-là. Ok. C'est vrai que le live, du coup, c'est pas trop live, quoi. C'est un équivalent des protocoles, du coup, en Swift ou pas? Parce que du coup, là, Va pas trop vite. je parle de ça parce que Swift int, en fait, ce qu'on pourrait faire en Swift, c'est faire deux classes qui héritent de string et int, et nos deux classes custom là, les faire hériter du même protocole. Oui, mais après, il Et du coup, faire une liste de ce protocole. Après, ce serait possible de faire une liste. Ouais, non, ça marche pas vraiment comme ça, en fait. En Kotlin, on va voir après, mais il y a plus des extensions que des protocoles. Du coup, Ok. ouais, non. Après, sinon, ce que tu peux faire, Ouais. après, sinon, tu fais une interface qui sera partagée entre deux classes, et ces deux classes vont contenir une valeur qui est un int ou un string, et après, tu peux le gérer comme ça. Voilà. Et il vient de m'écrire valeur par défaut des paramètres.
Je crois Alors, je te qu'il mets en parole. C'est bon. Ouais, salut. Vous m'entendez là? Oui, je voulais savoir si, quand je parle de valeurs par défaut, c'est des valeurs par défaut pour les on peut définir des valeurs par défaut pour les, comme un Python JavaScript. Vous arrivez à m'entendre? Oui, oui. Ouais. Alors, pour les fonctions, tu veux dire? Pour les paramètres de fonction? Salut. Oui, c'est exactement ça. Du coup, que se passe si on ne définit pas de valeur par défaut Ouais. et que du coup, on utilise quand même la fonction et Sans paramètres? Alors, bah, du coup, je vais te montrer directement. Bon, là, tu vas le voir un peu décalé sur l'écran. Mais si tu fais ça et que tu appelles la méthode, tu vois, là, j'ai la méthode, enfin, j'appelle hello avec juste Jimmy, et ben, j'ai une erreur parce que il m'oblige à utiliser ben, tous les paramètres. D'accord, merci bien. Voilà. Avec plaisir. Ouais, je m'entends derrière, c'est bizarre. Bah oui, je pense, oui. Voilà. Ça, du coup, vous aviez imaginé que c'était comme ça Ouais. Après, peut-être que lui, il avait l'air de parler de JavaScript. Oui. Que, vu qu'en JavaScript, c'est pas fortement typé comme ici, Oui. même si ta fonction, elle prend potentiellement, enfin, tu penses qu'elle prend qu'une string, en JavaScript, tu peux quand même lui passer un entier, alors qu'en soi, elle est censée recevoir une string. Ouais. Là, ici, ou même, tu pourrais même ne rien lui passer, oui, en JavaScript, alors que il sera undefined, ouais. Et ensuite, bah, nous, ça ne peut pas compiler de passer un int en paramètre, parce que JavaScript, ça pourrait compiler, ouais. Mais au runtime, tu aurais problème. En tout cas, voilà, si on ne définit pas de valeur par défaut, on est obligé de définir tous les paramètres d'une fonction. OK. Voilà. Toc. Et il y a autre chose d'intéressant. Alors là, par exemple, on voit la fonction main qui prend en entrée un tableau de string. Donc, les tableaux, ça se définit comme ça en Kotlin. Il y a le type array, en fait. On ne fait pas avec les crochets comme en Java. C'est pas array. Si, on pourrait avoir array of, ouais. On pourrait faire array of, du coup, là, tu pourrais mettre Toto, et du coup, là, tu as un tableau de string. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé. Bah, là, non, mais on pourrait avoir mutable array, je pense. Eh ben non, on peut pas. Tu fais une mutable list, et puis après, tu la convertis en array. Il y a liste et array, c'est vraiment des types différents dans ce langage. Oui. Bah, du coup, les arrays, ça correspond vraiment aux arrays comme en Java, en fait. Voilà. Mais du coup, là, on prend un tableau en paramètres. Mais ce qui est sympa, qui est arrivé avec Java 6, je ne sais plus, c'est d'utiliser les varargs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, en Java, on peut faire public void main et faire string, 3 petits points, et args. Et du coup, en fait, c'est pour dire, je prends en paramètre un tableau de string. Et en plus, l'avantage, c'est que tu peux appeler ta méthode sans vraiment passer un tableau, mais en faisant une string, virgule, une autre string, etc. On a pareil en Kotlin, je vais vous montrer. Du coup, par exemple, ici, je mets vararg values string. Mais en fait, values, c'est un array de string. Et du coup, je peux appeler ma méthode hello en faisant Toto, tu, etc. Voilà. En fait, ça va juste me convertir tous les arguments en un tableau de string que je vais pouvoir utiliser dans ma fonction. C'est mutable ou pas mutable? Oui, mutable ou des variables? Non, c'est. Non. Question de Paris, là. Sur Kotlin, array vs list, c'est quoi la différence? C'est quoi le mieux? C'est exactement la même différence qu'en Java. Donc, utiliser des tableaux ou des listes. Alors, ça dépend de ce qu'il y a besoin de faire. Les listes sont plus polyvalentes, hein. On peut faire des trucs un peu plus fancy. On peut ajouter, supprimer avec des méthodes très simples sans avoir à prédéfinir la taille du tableau, etc.
Alors que voilà, les tableaux, c'est assez basique, quoi. C'est presque un type primitif. Je définis un tableau de 3 entrées avec 3 valeurs dedans, quoi. Mais après, tu ne pourras pas faire des opérations très complexes dessus. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer d'autres tableaux, alors que les listes, c'est un peu plus souple, quoi. Même avantage à Corridor pour Java. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mon avis, c'est ça. Voilà pour les varargs. Et il y a une dernière chose à voir sur les fonctions, c'est que, alors, j'ai montré tout à l'heure le type de retour. Donc, par exemple, je mets string ici et je retourne toujours le fameux Toto. Et du coup, ben, si j'appelle quelque part hello, forcément, ça va me retourner le type. Et je pourrais le mettre dans var result. Voilà, classique. Mais il y a une syntaxe un peu plus courte pour les fonctions qui ont une seule instruction. Donc, par exemple, celle-ci, qui renvoie directement Toto. Ben, je pourrais faire en fait égale Toto. En fait, ça va juste dire ma fonction, c'est quand même une vraie fonction avec un corps et des instructions, mais c'est juste qu'il n'y en a qu'une, et ça fait ça. Et en fait, pardon, le fait de mettre égal en plus, ben, ça renvoie le retour de cette instruction. Le fait que tu aies mis return tout à l'heure, à l'instant, Oui. tu aurais pu l'enlever, hein. Non. C'est une fonction, t'es obligé. Ouais. Là, si je fais ça, il va me dire ma fonction ne me retourne pas de string. C'est pas comme les if. Voilà. En fait, les if, c'est des blocs un peu particuliers. Bon, en plus, on verra, il y en aura d'autres qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, du coup, on est obligé de mettre return. Mais si c'est trop long, bah, on peut faire égal. Et l'avantage aussi à utiliser la syntaxe courte avec le égal, c'est que le type peut être inféré. Et du coup, bah, là, hop, on écrit ça. Et en fait, hello, ça renvoie quand même le type string. Donc vraiment, en fait, Kotlin, ils essaient de simplifier au maximum. Si ça sert à rien, on dégage, quoi. Et ça, ça fait plaisir. C'est beaucoup moins verbeux, du coup. Voilà. Bah oui, mais tu pourrais faire un template en disant hello, hello, voilà, value. Values. Alors, attends, je vais faire un truc. Je vais join mon array. Join string. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça va juste renvoyer une valeur avec un template. Et tu pourras appeler une autre fonction ou ce que tu veux. OK pour les fonctions? Alors, en vrai, il y a un peu plus de choses à savoir sur les fonctions, mais on verra plus tard. Après, on verra aussi en fonction de l'heure, parce que là, ça fait 1 heure, oui. Pop. Bon, on va accélérer alors. Je vais vous montrer rapidement, du coup, quelques petits points, et puis, allez, on prend maximum 15 minutes si ça va à tout le monde. Parce que du coup, il y a pas mal de choses intéressantes à voir quand même, mais bon, j'ai un peu accéléré. Alors, du coup, Kotlin, c'est un langage objet, hein, on va le voir, donc on peut définir des classes. Donc, on va faire une classe, myClass. Alors, par défaut, les classes en Kotlin sont final. C'est-à-dire, on ne peut pas créer une sous-classe de cette classe-là. Donc, pour qu'une classe puisse être héritée, il faut utiliser le mot-clé open. Et du coup, là, par exemple, si je ne le mets pas et que je veux créer une autre classe, mySubClass, et que je fais un extend. Alors, le extend en Kotlin, c'est avec les 2 points. Hop, du coup, si je fais myClass, il va me dire il y a un souci, que myClass, elle est final. Du coup, je mets open. Et là, ça marche. En vrai, il faut faire comme ça. Je vais y venir plus tard. Alors, du coup, dans une classe, on peut définir des fonctions. Du coup, ça va s'apparenter à des méthodes. Hein. Du coup, hop, là, par exemple, si je suis là et que je fais dans ma fonction main val instance égale myClass. Alors, le new aussi, ici, n'est pas utilisé. Hein. Si on appelle une classe avec parenthèse, on sait que ça va être un new dans tous les cas. Donc, plus de new.
Et du coup, je peux faire instance.hello. Voilà. Comme en n'importe quel langage objet classique. Du coup, les fonctions, il y a exactement les mêmes propriétés que les fonctions comme j'ai montré tout à l'heure. Donc les paramètres, var, tout ça, tout ça. Ensuite, il y a des fonctions particulières sur les classes. Du coup, c'est les opérateurs. Et du coup, on peut surcharger en fait les opérateurs en Kotlin, comme en C#. Je crois qu'on peut le faire. En C++ aussi, ouais. Du coup, on définit opérateur, fun, et du coup, par exemple, je peux faire plus, et que ça renvoie un string. Il faut un paramètre forcément pour plus. Donc, par exemple, je dis une value de type string. Et du coup, je retourne avec voilà. Toujours le truc un peu basique, mais et du coup, je peux faire val result égale instance plus ma string. Jimmy. C'est bizarre peut-être. Ouais. C'est pas courant par rapport au langage actuel. En Java c'est déjà plus ce qu'on écrivait. On peut pas surcharger les opérateurs en Java. En CPP, c'est le cycle. Ouais. Du coup, là, ils ont fait le choix d'utiliser les noms, du coup. Alors, il y a plus, minus, get. Alors, get, c'est pour utiliser les crochets. Il y a les opérateurs, enfin, quasiment tous les opérateurs classiques, tu les retrouves, mais il faut trouver l'équivalent. Il y a un tableau d'équivalence. Je ne vais pas tout les lister parce qu'on n'a pas trop le temps, mais voilà. Du coup, à savoir, on peut surcharger les opérateurs en Kotlin. Si tu ne surcharges pas, il va par défaut. Non. Là, si je fais plus, il va me dire, je sais pas additionner ton instance et un string, quoi. Non, je sais pas. C'est quoi ce bug? Bon. Voilà. Ensuite, il y a les propriétés dans une classe. Hop, je vais enlever ça. Alors, on peut définir les propriétés dans une classe directement en faisant var toto de type string, initialisé à tutu, par exemple. Ou alors, pareil, faire un val. Et du coup, c'est pareil, c'est mutable ou immutable. Et du coup, c'est une propriété, donc je pourrais appeler directement instance.toto, comme ça. Alors, il y a un truc que les gens qui font du Kotlin n'aiment pas du tout en Java, c'est d'appeler get toto, set toto. Donc là, c'est un val, donc je ne peux pas faire un set, mais si je mets var, là, je pourrais faire toto égale machin. Et en fait, en vrai, les propriétés, c'est pas vraiment comme les attributs en Java, c'est vraiment des propriétés au sens, il y a un getter et un setter. Et par défaut, si on définit rien, c'est vraiment le comportement par défaut, hein, tu set et tu get classique, mais on peut le surcharger. Donc par exemple, si je fais get et que je retourne, on s'en fout, tata, mais ça peut être un truc un peu plus complexe. Voilà. Et d'ailleurs, si on veut simplifier, on peut faire un égal. Simplifier en Kotlin. Et on peut définir le setter aussi. Value. Hop. Et du coup, là, j'ai mon setter. Je pourrais avoir une autre propriété dans laquelle je set la value, etc. Mais on a aussi quelque chose, le mot-clé field, qui dit voilà, field, en fait, c'est vraiment la valeur qui sera stockée pour cette propriété-là. Donc, on va faire field égale value. Là, par défaut, si je fais ça, c'est l'équivalent du setter par défaut, quoi. Mais je pourrais print quelque chose pour qu'à chaque fois qu'on appelle Toto égale quelque chose, et ça me print la valeur ou ça lève un event ou on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Toc, pour les propriétés. Au niveau des constructeurs, on n'a pas trop parlé. Alors, par défaut, Kotlin dit que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un constructeur principal. Et en fait, le constructeur principal, il se déclare directement dans le nom de la classe. Et en fait, par exemple, ici, si je fais value string et un autre, je sais
pas, mon age, qui est un int. Et ben, en fait, là, c'est mon constructeur principal qui va être appelé. Et si je rajoute, par exemple, var et val, et ben, en fait, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va faire this.value égale value et this.age égale age. Et du coup, ça va les créer en tant que propriété de type var ou propriété de type val. Donc, c'est un raccourci. Mais on n'est pas non plus obligé de faire comme ça. Il y a un truc particulier, c'est le bloc init, qui en fait, c'est un bloc qui est vraiment lié au constructeur principal, donc celui qu'on définit dans le nom de la classe. Et du coup, ici, j'ai du code et je pourrais faire print value. Du coup, là, je peux construire mon objet et si j'avais envie de faire à la main le this.value égale value, j'aurais pu le faire. Il faut juste que je définisse ma value de type string et sans l'initialiser. Et là, je fais value égale, enfin this.value égale value. On va la définir directement dans la signature de la... Du constructeur? Ouais. Si, c'est en faisant comme ça, du coup. En faisant val. Et là, du coup, par exemple, si je fais... donc, j'appelle myClass avec Jimmy et 29. Et bien ici, j'ai directement accès à instance.value. Mais comme je n'ai pas défini sur age, si je veux faire instance.age, il va me dire ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une propriété de ma classe. Ouais. Une question, parce que le problème avec ces classes, c'est que j'ai l'impression qu'on ne définit pas de portée. Donc, comment tu fais pour faire un singleton? Bah, Portée, c'est chaud. Mais qu'est-ce que tu entends par portée? Public, private. D'accord, les visibilities en fait. D'accord. Ouais. Si, je peux vous montrer tout de suite. Mais en fait, en Kotlin, on peut faire public class, on peut faire private class, protected. Non, protected class, ça veut rien dire. Mais par exemple, sur une propriété, on pourrait avoir protected fun. Hello. Et donc, tout ça, ça existe en Kotlin. Et il y a même un truc en plus qui est internal. Internal, qui en fait va limiter l'utilisation de ta fonction ou de ta classe, etc., au module que tu es en train de builder, en fait. C'est vraiment la compilation, il va dire, celui-là, il est visible que par les mêmes classes du module. Oui, tu peux faire un get instance et tout, pour faire le singleton. Alors, après, get instance, du coup, ce serait une méthode statique, et c'est quelque chose qui n'existe pas en Kotlin, les méthodes statiques. Pour faire un peu l'équivalent du statique, en fait, les classes ont un objet compagnon. Donc, en fait, on veut que des instances en Kotlin. Et du coup, la classe, on peut lui attribuer une instance d'un objet. Et en fait, sur cette classe, après, on pourra appeler directement les propriétés, les instances, les fonctions de cet objet-là, comme si c'était statique, en fait. Du coup, si tu fais plusieurs instances de myClass, ça ont le même compagnon. Oui, ouais, voilà, le compagnon, il est vraiment... C'est un singleton. Oui, ouais. Et après, en vrai, il y a encore mieux que d'utiliser un compagnon dans le sens singleton. C'est, en fait, tu peux aussi définir un object directement, object myObject, et lui définir tes propriétés. En fait, c'est comme si tu faisais une classe et tu faisais un new de ta classe et que tu le mettais dans un truc global. Et ben là, avec object, juste, c'est fait automatiquement, quoi. Là, c'est un instancier aussi. Oui, en fait, du coup, tu pourras pas créer une nouvelle instance de myObject. C'est vraiment, c'est un singleton, en fait. Voilà. Mais par contre, à l'intérieur, là, du coup, tu peux définir les choses comme si c'était une classe. Donc, tu peux ajouter la méthode hello, tu peux ajouter une propriété. Et du coup, par exemple, là, je fais ça. Et là, je peux faire myObject.hello. Du coup, si tu veux faire un singleton, tu vas plutôt partir là-dessus, plutôt que de faire un get instance, etc. Alors, ensuite, on a les data classes, qui est hyper intéressant.
En Java, en fait, quand on fait des classes qui vont juste contenir des valeurs mais sans trop d'intelligence, par exemple un vieux Peugeot avec ma personne, name et age, et ben, on va faire une classe, on va définir les getters setters, on va définir l'égalité, le toString, tout ça, tout ça. Et en fait, le data class, il va faire tout ça pour nous directement. Et donc, on a juste à définir ça, comme ça, par exemple, là, val age. Et en fait, par défaut, les hash, les equals, etc., tout ça, c'est prédéfini, quoi. C'est vraiment. Et du coup, ben, pour, par exemple, tester que deux instances de myClass sont les mêmes, et ben, il va tester si values égale values, si age égale age, etc. Donc, comme si on avait développé notre propre equals. Et il ne va pas forcément faire un equals sur la référence. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais en Kotlin, le equals, on fait égal égal. C'est vraiment l'équivalent d'appeler point equals. C'est pas une égalité sur la référence, c'est vraiment equals. Et d'ailleurs, si on veut faire une égalité sur la référence, on fait point égal comme en JavaScript. On peut l'utiliser pour la désérialisation. Oui, il me semble que du coup, par exemple, si tu utilises Jackson ou quelque chose comme ça, tu peux l'utiliser pour ça. Il n'y a pas Et, besoin de mettre de bah, pour ajouter des attributs qui sont des pas. Si dans le ça, on a des noms d'attributs qui sont différents. bah après, du coup, ça va être la librairie qui va définir comment gérer ça. Mais en Kotlin, il y a les annotations, etc. Tu peux, là, par exemple, tu pourrais, juste pour que ce soit un peu plus lisible, déclarer ta data class comme ça. Et après, rajouter une annotation, là, je sais pas, JSON property. Même si là, ça n'existe pas parce que mon projet, il est vide. Mais tu pourrais définir des trucs comme ça. Ouais. C'est possible. Donc, les annotations existent en Kotlin. On va pas les voir ce soir parce que il n'y a pas le temps. Mais du coup, bah, vous pourrez aller voir la doc, c'est sympa. On a vu tout ça. Alors, top, top, top. Bon, en Kotlin, il y a abstract class, interface, comme en Java, C Sharp, tout ça. La particularité des interfaces en Kotlin, c'est qu'on peut définir des comportements par défaut pour les méthodes qu'on définit. Et ça, c'est cool. My interface, hop. Par exemple, par défaut, ben, toujours la méthode hello. On ne met pas le point virgule parce que ça ne sert à rien. Juste une question de base, un truc rapide. Visibilité par défaut des méthodes. Ah oui, j'ai pas dit. Par défaut, c'est public. Okay. Par défaut, c'est public et final, les trucs. Et du coup, si on veut que ce soit hérité, il faut mettre open. Et si on veut changer la visibilité, ben voilà, on met private, protected, tout ça. Donc là, je définis mon interface et je peux avoir ma classe myClass qui implémente mon interface. Il va me dire, hop, il faut implémenter. Voilà. Alors du coup, quand on surcharge une méthode, on écrit override vraiment dans le code, et pas avec une annotation. C'est vraiment requis. Mais il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que les interfaces peuvent avoir un comportement par défaut. C'est un truc qui n'est pas possible en Java. Et du coup, je pourrais avoir là, print hello. Et du coup, là, ma classe, elle hérite de l'interface, et du coup, elle hérite aussi du comportement par défaut de la méthode. Et donc, si je ne la surcharge pas, il n'y a pas de problème, mais je peux toujours la surcharger. Hello. Je vais y arriver. Bon, vous avez compris. Et je peux même appeler du coup super, qui sera la méthode par défaut de l'interface. Et du coup, bah, on a entre guillemets l'héritage multiple. C'est pas de l'héritage multiple, mais en tout cas du comportement qu'on peut mutualiser avec des interfaces. Ça, c'est cool. Voilà, ça c'est sympa. Un truc que moi j'utilise énormément et que même la communauté utilise énormément, c'est les extensions. On peut définir en fait des extensions de n'importe quelle classe en Kotlin. Et en fait, ça va juste rajouter des propriétés ou rajouter des fonctions aux instances de ces classes qu'on étend. Alors, je vais vous montrer un exemple.
par exemple, je pourrais ici définir une extension, donc string .lastIndex de base, qui est une fonction, et du coup, qui return length -1. Je définis le type de retour, qui est un int, évidemment. Et du coup, voilà, j'ai défini l'extension. Et je peux avoir ici value égale toto et appeler directement value.length lastIndex. Du coup, ce qui est cool, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut surcharger les classes qui existent déjà, etc. En fait, on ne va pas vraiment les surcharger, c'est qu'on va ajouter des fonctionnalités. Et en vrai, ce que ça fait, ça fait pas un truc un peu dégueulasse où ça va ajouter des méthodes à la classe string, etc. En vrai, derrière, dans le cadre de la JVM, en tout cas, hein, quand ça va compiler en bytecode, ça va juste générer une classe utilitaire string utils, entre guillemets, avec la méthode statique lastIndex, et ça va faire le traitement pour nous. Mais c'est juste que grâce aux extensions, nous, on n'a plus besoin de créer justement toutes ces classes utilitaires. On peut directement avoir du code un peu plus lisible, plutôt que d'avoir des strings utils un peu partout, array utils, list utils, tout ça, tout ça. Alors, du coup, les extensions, c'est assez puissant, et on peut aussi définir des propriétés. Donc, par exemple, là, lastIndex, j'ai défini en tant qu'une fonction, mais ça pourrait être une val. Hop. Mais en vrai, si c'est lastIndex, je veux quand même que ça retourne size -1. Je fais un getter sur la propriété et je retourne du coup length -1. Du coup, là, je l'appelle comme une propriété. Et ça me retourne le dernier index. Et ça, c'est vachement utilisé dans les extensions qui sont créées pour Android, tout ça, et c'est bien pratique. Plop, 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 tout ça, on a vu. En Kotlin, on peut faire des alias. Par exemple, on a un type hyper complexe, par exemple, à notre valeur qui est de type map de string int vers un long, n'importe quoi. Ça veut rien dire, mais on peut avoir ce type-là. On ne va pas l'initialiser avec un string, ça va pas marcher. Mais du coup, ce type-là, quand on l'utilise un peu partout, c'est un peu moche. Quand ça alourdit le code, on pourrait avoir type alias myType. Du coup, on peut l'initialiser en faisant myType et après, on le construit correctement. Après, à nous de gérer la construction. Mais du coup, on peut créer un alias et c'est bien pratique. Notamment, c'est pratique quand on a plusieurs classes qui sont nommées pareil parce qu'on a utilisé 2 SDK différents qui ont le même concept. Et moi, je pense fortement à Android, où dans le SDK, on a les fragments et dans les librairies support, on a les supports fragments, mais les classes s'appellent fragments quand même. Et du coup, tu te retrouves un peu partout. Si tu dois utiliser les deux, à écrire com.android.app.fragment et com.support, etc. C'est un peu chiant. En fait, du coup, tu définis type alias et tu mets support fragment égale le fragment de support. Et après, partout dans ton code, tu utilises soit fragment, soit support fragment. Bien pratique. Voilà. Tout à l'heure, je vous avais parlé des infix functions. C'est quand on avait la clé, espace tout, espace la valeur. Et en fait, on peut définir une extension, par exemple infix function string. On va être original. To value int. Hop. Et on va rien retourner, on s'en fout du type. Et du coup, si j'ai une value qui est de type string, hop, je pourrais appeler la méthode value to one, comme ça. Après, en vrai, je peux toujours utiliser la notation classique, mais
c'est vraiment fait pour les cas où ça génère des objets, où vraiment c'est parlant. Il ne faut pas mettre des méthodes infix partout, mais voilà, des fois, ça peut nous aider à, entre guillemets, créer des mots-clés. Ça peut être sympa. Voilà. Parce qu'il est déjà 21h04. On va peut-être s'arrêter là, mais il y a plein de trucs que du coup j'ai zappé parce que on n'a pas le temps. Mais par exemple, on a les lambda, on a les types reified dans les méthodes, on a les fonctions qui sont inline. C'est au lieu de vraiment créer une fonction qu'on va appeler, c'est le compilateur quand il va générer le code, en fait, il va juste prendre le corps de la fonction, il va le mettre à l'endroit où on appelle la fonction. Il y a des choses comme ça, des optimes, des trucs super sympas, quoi. Voilà. Alors, du coup, je vais revenir vite fait à un press pour finir. Pourquoi j'ai été signed out? Une seconde. Je vais finir. Hop. Alors. Changer le partage. Oui, c'est vrai. Alors, on va revenir. Hop. Et non. Je vais arrêter de partager ça. Et ben, dis donc, ça rend bizarre. Hein. Bon, Mais tu peux partager ta presse. Tu le partages d'écran, mais que ta presse. oui. Oui, c'est vrai que ce sera plus malin. Je vais faire your entire screen. Comme ça. OK. Wouh! Voilà. Ah, bonne question. Là, c'est vrai que ce serait intéressant de savoir s'il voit. Non, je vais te dire. Ah, déjà, il est bleu. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok, très bien. Du coup, ce que je voulais dire à la fin, c'est que. Alors, je ne voulais pas montrer parce que je n'avais pas le temps. Forcément, je ne me suis pas chronométré. On peut écrire des scripts en Kotlin directement. Donc là, j'avais fait une fonction main pour exécuter mon code, mais en fait, je peux directement avoir un fichier .kts, donc Kotlin script, où en fait, c'est vraiment un script qui va s'exécuter quand on va le lancer, et on peut avoir les instructions directement à plat dans le fichier. On n'a pas besoin de créer une méthode, etc., et puis après appeler le main, tout ça. Et du coup, Gradle, qui est le moteur de build qui est utilisé dans Android notamment, mais aussi pour du J2E, etc. Ils trouvaient ça vraiment pas mal. Alors Gradle aujourd'hui c'est du Groovy, et en fait eux ils se sont dit Groovy c'était sympa, mais c'est vrai que Kotlin quand même ça a l'air mieux, et du coup on va commencer à réfléchir à retransformer tous nos scripts en script Kotlin, et du coup aujourd'hui c'est possible, c'est pas encore la méthode officielle, il faut toujours faire du Groovy, mais on peut faire du Kotlin. Voilà. C'était pour info. Et du coup, forcément, Android, c'était peut-être la plus grosse communauté qui a dit Kotlin, c'est génial, on veut faire du Kotlin et pas du Java. Et du coup, il y a JetBrains qui a sorti des librairies orientées Android. Du coup, Kotlin Android Extensions, je vais faire une petite démo, mais je ne vais pas le faire. Mais en gros, ça rajoute plein d'extensions bien pratiques quand on fait de l'Android pour récupérer, faire un find view by ID. En fait, là, on n'a plus besoin parce qu'on a une extension sur les activités qui nous récupère la vue, ce genre de choses. Mais en gros, voilà, JetBrains fournit tout un package donc, pour Android. Et en plus de ça, à côté, fait une librairie qui s'appelle Anko, qui est basée sur Kotlin et qui permet de faire des applis Android encore de façon encore plus fun que le basique. Et du coup, Google aussi commence à sortir des trucs, et ils ont une librairie KTX qui est open source sur GitHub. J'ai pas mis le repo, mais du coup, c'est plein d'extensions Kotlin, en fait, KTX, Kotlin Extension. Et du coup, là, cette fois, c'est fait par Google. Donc, ils poussent vachement. Et en fait, on va beaucoup trouver des librairies comme ça avec plein d'extensions là. C'est le truc que je suis passé un peu vite à la fin, malheureusement. Mais c'est quelque chose d'assez apprécié et d'assez puissant en Kotlin. Et là, vraiment, ce que j'ai montré, c'est le plus basique des extensions, mais on peut faire des trucs vraiment monstrueux, quoi, et vraiment pratiques.
Voilà. Au niveau de l'outillage, évidemment, tous les IDE de JetBrains sont complètement compatibles. Il y a Gradle, du coup, qui est entièrement compatible pour builder le Kotlin en Java. Tout ce qui est intégration continue, qualité de code, au début, surtout pour la qualité de code, il n'y avait pas les plugins Sonar, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour ça. On a les librairies qui vont bien et les plugins pour avoir du code de qualité. Et tout ce qui est test, etc., évidemment, on peut toujours en faire en Kotlin. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Et moi, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Arrêter le Java, quoi. Passer au Kotlin parce que c'est juste le futur. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. D'autres questions? Bon, j'ai dû accélérer. Bon. Il y a plein de trucs que j'ai pas dire. C'est dingue comment tous les langages, comment ça ressemble. Enfin, ça ressemble tous les langages. Moi, je connais surtout le Swift et 80% c'est les mêmes, c'est les mêmes mots-clés et les mêmes concepts. Et les langages qui veulent nous mettre dans un certain confort, qui veulent donner un certain confort aux développeurs, en fait, ça s'oriente tout vers quelque chose comme ça. Et les mots-clés sont pris de tous les autres langages. On voit. Swift, c'est 70-80% pareil. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'autres questions sinon non. À Paris, il te remercie pour la conférence. Voilà. Avec plaisir. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais allez voir la doc de Kotlin. Elle est bien fournie. Il y a pas mal de choses à voir. Notamment un truc assez puissant aussi, que là, je n'ai pas du tout parlé, c'est les lambda. C'est une façon d'écrire des fonctions un peu plus fun et aussi un peu plus puissante avec des paramètres par défaut ou par exemple, quand tu disais on est obligé de taper return, en fait, il y a certains types de lambda où on n'est pas obligé parce que c'est fait comme ça. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, allez voir la doc de Kotlin, elle est trop bien. Et c'est pas fini, le langage va encore évoluer. Il y a encore des concepts qui sont au stade de l'expérimentation. Par exemple, les coroutines, qui est quelque chose d'hyper puissant, qui permet de gérer tout ce qui est asynchrone, la gestion des threads, etc. Et en gros, pour faire du async await comme en C# ou en TypeScript, mais bien plus, en fait, ça se résume pas qu'à ça. Et il faut s'accrocher pour cette partie-là parce que c'est bien technique. Mais voilà, allez voir la doc. Il y a plein de choses à apprendre encore. Voilà. Ok. Bon, et merci à Paris d'avoir regardé jusqu'au bout, même si j'ai dépassé d'une demi-heure. De plus d'une demi-heure? Ah voilà, oui. Non. Il y avait un temps prévu. C'était 30-45 minutes. 30-45 minutes, grand max. Ouais. 1h30, mais. Oui. C'est parce que j'avais beaucoup de questions, c'est pour ça. Mais du coup, c'est bien. C'est bien quand c'est interactif aussi. Ouais. Faudra qu'on trouve comment régler ce décalage avec à mon avis, c'est pas possible. Non, live. Il y a des plateformes de live qui. Du coup, je vais arrêter le live. Il n'y a pas de décalage. Hop. Twitch, tu peux faire ce décalage. Non, arrêtez. Voilà. Ciao, ciao. Oh. Wow. Ça fait du mal.